Que les choses soient claires. Avec le Premier ministre et avec le gouvernement, nous avons pris nos responsabilités. Et nous avons mis tout le crédit d'État pour sauver les banques, pour protéger les épargnants. J'entends que cet argent soit utilisé comme vous vous êtes engagé à ce qu'il le soit. J'ai demandé à René Ricol, que je remercie, d'être le gardien à l'échelle nationale de ce pacte moral passé entre la collectivité nationale et les établissements de crédit. Et René Ricol ne devra pas hésiter d'aller à la télévision et devant les médias pour dénoncer les exemples de restrictions inacceptables de crédit. Des banques. Alors à partir du moment où les sociétés sont monétarisées, partiellement ou totalement, il y a non seulement des trafics de marchandises, de commerce, mais des trafics d'argent. Et les spécialistes de trafic d'argent, historiquement, les premiers, ce furent les temples religieux qui détenaient des trésors. Et c'est pas hasard. Si, chez les Grecs, le dieu du commerce est également le dieu des voleurs, Mercure, Hermès. Donc, les premiers métiers d'argent, en quelque sorte, à la limite, ils sont religieux. Mais il y a bien sûr aussi les métèques d'Athènes, ceux qui, depuis le commerce, s'initient dans le commerce d'argent proprement dit. Et tout ça va prendre forme au Moyen-Âge, en particulier dans la République italienne, les banques. Car avant, il existait aussi des spécialistes de l'argent, des usuriers, des prêteurs, des commerçants riches, bon. Mais l'activité bancaire spécifique, elle s'autonomise, semble-t-il, en Italie, Venise, Florence, tout ça, entre XIe et XIIIe siècle. Alors, ça nous ramène au problème que j'évoquais tout à l'heure, la forme argent, cette marchandise particulière qui est équivalent universel. Donc le commerce d'argent n'est pas tout à fait de même nature que le commerce des marchandises. Et du coup, ça se prête, alors entre autres, par le prêt bancaire, le prêt à usure, la lettre de crédit, les garanties, l'assurance, etc., à toute une série d'opérations métalliques monétaires où n'interviennent pratiquement plus les marchandises matérielles en tant que telles. Donc ça autonomise le secteur bancaire, et ce qui achève de l'autonomiser, c'est la concentration des pouvoirs en Europe avec les princes et les monarchies, XIIIe, XVe siècle, où apparaissent de très grands banquiers, Jacques Coeur et Louis XI, Samuel Bernard et Louis XIV, les grands prêteurs auprès des États sans cesse endettés à cause de leur politique agressive de guerre. Du coup, il y a une autonomisation. Fouquet aussi, j'oubliais. Bon. Alors parfois, l'État réagit, Louis XIV fait entoler Louis Fouquet, mais après c'est Samuel Bernard. Bon. Et donc, l'activité bancaire, fonctionnellement, dans la logique du marché, est sans doute indispensable, mais elle procure à ceux qui la détiennent et la monopolisent un pouvoir d'autant plus pervers qu'il est proche du pouvoir central et qu'en même temps il irradie sur la société. Alors on sait par exemple à quel point certains banquiers comme les Fugger financent des campagnes de Charles Quint, les Médicis, le Vatican et les guerres italiennes, c'est-à-dire que qui fait la guerre, qui fait la politique? Se pose déjà la question, même dans Machiavel, est-ce le prince ou est-ce le banquier? Car effectivement, les Fugger ont un pouvoir d'influence. Et alors, avec la progression du capitalisme, bien entendu, le secteur bancaire devient considérable. En période au XIXe siècle, accompagnant la révolution industrielle. Alors, tu as d'énormes banques, le Crédit Lyonnais, les frères Pereire en France, favorisés en particulier par Napoléon III.
Et alors l'ambiguïté aussi des pouvoirs publics qui d'un côté se sentent prisonniers du secteur bancaire financier et d'un autre côté éprouvent le besoin d'un fort secteur bancaire et financier dans la concurrence bancaire internationale. Le débat a ressurgi récemment. Ah mais la France doit être contente. Comment il s'appelle, Brandebourg, la mère de le maillot, là. Brandebourg. Ah mais c'est bien que la France est une grande banque capable de rivaliser avec les banques américaines. Oui. Spéculons français. Donc, et alors par contre, ce qui est sans doute nouveau, et je reviens à ce que je disais à un moment, c'est que c'est la multiplication des outils monétaires directs ou indirects, des titres, des titrisations, des reconnaissances de dettes. Il semblerait qu'aujourd'hui, par exemple, à la bourse de New York, il se négocie chaque jour 10 à 20 fois plus de valeur financière que de valeur marchandise. Ce qui donne un état du commerce nouveau dans l'histoire du capitalisme. Et il donne évidemment un pouvoir aux détenteurs du capital, mais avec des failles dans le système, voir l'affaire Kerviel. C'est que les propriétaires du capital sont bien obligés de déléguer une partie de leur pouvoir aux gestionnaires du capital. Et là, alors, le conflit entre les gestionnaires et les propriétaires, les actionnaires, et y compris avec l'immixtion d'intermédiaires comme Kerviel qui détournent 5 milliards, ce qui est quand même énorme. Et deux, alors par contre, dans la sociologie du capitalisme actuel, il est évident que le capitalisme d'entreprise est totalement dépendant du capitalisme financier, comme jamais il l'a été, même au début du XXe siècle, et que du coup, on voit même dans le MEDEF, parfois il y a des conflits sous-jacents d'intérêts entre le capitalisme d'entreprise et le capitalisme financier. Ça se sent. Les affaires autour du Crédit Lyonnais, il y avait de ça. Bon, je ne suis pas au courant de tout, mais on sent que c'est par là que ça mijote, quoi. Ça a dit plus voir un économiste, hein, parce que je suis qu'un historien qui essaye d'y voir clair, mais je ne suis pas un économiste capable de démonter pièce par pièce la montre.